sujet, c'est de vous parler du reste de la loi sur la presse, parce que, comme vient de le rappeler Christophe Bigot, cette notion est arrivée avec la jurisprudence de la Cour européenne par le truchement de la bonne foi du diffamateur. Mais c'est une évidence, on l'a vu poindre en matière de droit à la personnalité, qu'elle a vocation à irradier tout le reste des infractions de la loi de 1881. Et la question, à mon avis, se pose un peu différemment de la manière dont elle se pose en matière de diffamation. Parce qu'en matière de diffamation, c'est vrai qu'il y a, me semble-t-il, moi c'est comme ça que je l'ai reçu, une forme de changement de terminologie. On avait l'intérêt légitime de l'information, et on nous a parlé d'intérêt général, mais peu ou prou, finalement, on s'aperçoit avec la jurisprudence la plus récente, celle que Christophe Bigot a qualifiée d'orthodoxe, qu'on retombe sur ses pieds avec les critères habituels du président Mélenchon. S'agissant des autres infractions de presse, je pense que la question se pose différemment parce que il n'y a pas d'élément de bonne foi dans la litanie. Francis Pinet peut peut-être s'asseoir, ça me fait de la peine. Si vous pouviez lui laisser de la place. Pardonnez-moi. Voilà, ça va mieux. Parce que dans les publications interdites, dont je vais rapidement vous rappeler la liste, c'était binaire. Soit on faisait quelque chose d'interdit, soit on n'avait pas fait quelque chose d'interdit. Et là, il me semble qu'avec cette arrivée de la notion d'intérêt général, c'est un changement de paradigme. C'est une forme de réappropriation par le juge de l'appréciation de la culpabilité en pouvant s'affranchir des bornes anciennes, des incriminations telles que les incriminations déposées, les conditions du délit, peuvent être remises en question à l'aune de l'intérêt général. Et je vais vous en donner rapidement des illustrations au visage de l'article 38, parce que c'est principalement sur cette infraction que la notion d'intérêt général est venue et s'est invitée dans les débats et a permis au juge de dire blanc ou noir sans que ce soit toujours très prévisible. Alors, c'est pour mémoire, l'article 30, les publications interdites, ça nous fera un petit peu de formation permanente. L'article 38, interdiction de publier les actes d'accusation, c'est ce dont je vais vous parler, ou tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avec qui été liés aux audiences publiques. L'article 38 ter, interdiction d'enregistrement de fixation des paroles et images d'un procès. J'attends avec impatience qu'il y ait une affaire sur cette question pour qu'on aille parler un peu d'intérêt général. Ça serait intéressant de voir comment cela sera reçu. Article 39, interdiction de rendre compte des procès en diffamation en ce qui touche à la vie privée, ou des pièces de procédure concernant les questions de filiation, addition de fin de subside, procès en divorce, séparation de corps, nullité de mariage. Ce qu'on a vu poindre sur ce qu'on voit arriver sur les droits de la personnalité mériterait, si toutefois il y a un jour des poursuites de ce chef, qu'on se pose également la question. Le 39, troisième alinéa, interdiction de rendre compte des délibérations intérieures des jurys, cours et tribunaux. Peut-être qu'il y a un intérêt général à savoir comment tel jury a pu statuer. La question pourrait se poser. Article 39 bis, interdiction de publier l'identification des mineurs fugueurs, des mineurs délaissés, suicidés, victimes d'infractions. Il faut coupler avec l'ordonnance de 45 sur les mineurs délinquants. 39 coinquies, interdiction de publier tout renseignement concernant l'identité d'une victime de l'agression d'une atteinte sexuelle. 39 sexies, protection de l'identité des fonctionnaires de police nationale, militaires, personnels civils du ministère de la Défense, agents des douanes dont les missions exigent pour des raisons de sécurité le respect de l'anonymat. L'article 35 ter, interdiction des images des personnes menottées ou placées en détention provisoire, ou interdiction de publier ou commenter les sondages d'opinion sur la culpabilité. Enfin, 35 quater, interdiction de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière. On a eu, depuis les attentats du 13 novembre, une série de procédures, mais je crains qu'on n'aborde pas la question de l'intérêt général, car c'est le critère selon lequel il faut le non-accord de la dernière qui est souvent décédée, qui fait qu'il n'y a pas de procédure. Et puis il y a la question irritante, mais récurrente, des délits de recel, de violation du secret de l'instruction, qui, de mon point de vue, avait disparu depuis l'adoption de la loi du 4 janvier
2010, sur le secret des sources, qui avait autorisé, et c'est maintenant posé à l'article 35, dernier alinéa de la loi de 81, la production pour la nécessité de sa défense d'éléments provenant de la violation du secret de l'enquête ou de l'instruction qui sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité du fait diffamatoire, donc une autorisation faite au journaliste de se défendre en prouvant sa vérité, la vérité du fait ou la bonne foi lorsque elle peut être établie par des PV tirés d'une enquête ou d'une instruction en cours. Il me semblait un peu benoîtement, je l'avoue, parce que c'est une affaire qui est désormais devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation, l'affaire Cellamy, devant la Cour européenne, à la suite de condamnations successives aux 3 étages des juridictions internes. Je croyais benoîtement qu'à partir du moment où on autorisait un journaliste à produire des pièces, c'est qu'on l'autorisait à les détenir. Et en fait, on fait, avec le maintien de cette infraction, qui est une infraction de droit commun, punie de peine de prison, je le signale au passage, un magicien qui ne peut aller chercher les pièces que s'il est poursuivi, alors même que tout le reste de la jurisprudence lui commande d'avoir la preuve de ce qu'il dit dès le moment de la publication. Bon, je ne sais pas comment ça va se résoudre, mais en tout cas, la Chambre criminelle de la Cour de cassation dit clairement que cette reconnaissance légale depuis 2010 de la production de PV, d'enquête ou d'instruction ne peut être faite que lorsqu'on est attrait en justice, mais qu'on n'a pas le droit de les détenir. Voilà, en l'état du droit, comment la question se pose. Elle est un peu accessoire à l'intérêt général, mais ça me permet de le dire, puisque j'attends, dans cette affaire qui concerne un journaliste du Parisien, un arrêt de la Cour européenne, si toutefois elle respecte un jour les délais raisonnables pour statuer. C'est l'article 38 qui est en fait la même question. L'article 38, c'est en fait, et c'est ce que je soutiens, et je crois que mon voisin de droite, la même chose, c'est en fait la seule infraction posée dans les règles spéciales du droit de la presse, dans la loi de 81, qui concerne le secret de l'instruction et les seules obligations qui sont imposées aux éditeurs et aux journalistes que celle de ne pas publier des actes, voire des extraits, voire de très courts extraits, il suffit de mettre des guillemets, mais une phrase peut suffire, tirée d'un PV d'instruction ou d'un PV d'enquête, sans encourir les foudres, désormais aussi de la partie civile, du chef de l'article 38 pour atteinte au secret de l'instruction fondamentale. Alors, il y a 4 décisions que je voudrais rapidement évoquer. C'est vrai que la Cour européenne, dans un arrêt du 24 novembre 2005, on s'attendait à une solution inverse, mais ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit que l'article 38 n'était pas contraire à l'article 10. Dès lors, c'est comme ça qu'on interprète l'arrêt, que ce n'est pas purement formel. Et elle a ajouté quelque chose qui a été reçu ensuite par les juridictions internes. Encore faut-il qu'on ait mis en cause l'autorité ou l'impartialité du pouvoir judiciaire ou la présomption d'innocence. Donc on comprend que cet article 38, alors même qu'il ne l'énonce pas lui-même, n'interdit la publication d'actes tirés d'une enquête ou d'une instruction en cours, voire d'extraits de ceci, que dès lors que cette publication a pour résultat de porter atteinte au bon déroulement du procès ou à la présomption d'innocence des personnes qui sont suspectées et pas encore jugées coupables. Mais s'est invité donc l'intérêt général dans les décisions que je vais évoquer à présent, qui sont des décisions récentes, et qui ont permis aux juges, je vous dis vraiment comme je le pense, de dire dans un cas, oui, l'intérêt général justifiait qu'on ne respecte pas l'interdiction, mais dans tel autre, alors même que d'ailleurs dans une des décisions dit oui, c'était bien l'intérêt général, mais pour autant, je considère que vous avez franchi la ligne blanche de l'interdiction qui est posée. Et là, ça m'amène une toute petite parenthèse, parce qu'elle est assez fondamentale, elle est presque philosophique, et d'ailleurs c'est comme ça que le législateur en 1880 l'avait envisagé. Il suffit de relire le rapport de Lisbonne à ce sujet. Il faut en cette matière, plus peut-être qu'en d'autres, protéger, préserver le juge de ses propres émotions, de ses propres convictions, de ses propres idées politiques, quelquefois. Et c'est pour ça que la loi de 80 est une loi pénale, parce que ce sont la rigueur et le principe
selon lequel une infraction doit s'interpréter strictement, qui fait qu'on a ce catalogue d'infractions où les critères doivent être objectivement appréciés par le juge, de manière à ce qu'ils ne soient pas investis personnellement. C'est un peu le combat que nous avons et qui se repose, vous l'avez peut-être vu ces derniers jours à l'occasion de la discussion des amendements proposés par certains sénateurs dans la loi actuellement en discussion sur la citoyenneté, qui veulent mettre à bas la loi de 81 en instaurant 1389, en permettant, j'avais dit que j'en parlerai pas, mais finalement j'en dis un mot, dire la possibilité de requalifier, plus de prescription dès lors que c'est toujours en ligne, et surtout un recours à 1382 dès lors que le justiciable préférait saisir le justiciable. C'est-à-dire on met à bas tout ce qu'on a posément, et par des jurisprudences très fermes, hein, notamment de votre chambre, et puis des échelons supérieurs, mis en place, et qui est un travail d'orfèvre, comme dirait le président Montfort, un travail d'horlogerie, qui ne peut pas, comme ça, comme par les gens qui découvrent tout d'un coup ce qu'est l'Internet et les prétendus abus qui seraient commis, tout mettre par terre. Donc voilà, je ferme la parenthèse. C'est dit. Mais c'est aussi, vous savez, c'est cette formation permanente, on aborde aussi un peu les questions d'actualité, et là, elle est brûlante, parce que c'est en ce moment même, aujourd'hui même, que c'est discuté au Sénat, hein, c'est toujours. Donc 38, et en fait, l'arrêt exécutif là, c'est un peu ce que moi j'ai compris a posteriori, la Chambre criminelle dit très bien, vous voulez avoir de la Cour européenne, ça avait résisté pendant des années, eh bien on va faire comme au judo, on va utiliser votre force pour se réapproprier l'appréciation. Et l'intérêt général, on a compris ce matin, on l'a tous dit tour à tour, et il y a une plus floue, donc on va pouvoir faire ce qu'on veut. Et donc au gré des affaires, on va dire, bah, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Et donc, nous avons une première affaire sur 38, je parlerai que de ça, je me tiendrai à ce que j'ai annoncé. Deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui ont dit à très peu de jours de distance, puisque le 28 janvier 2014 pour le Parisien et le 11 mars 2014 pour à 2 mois de distance, 22 mois de distance, que dans deux cas qui pourtant avaient été considérés par la 17e et par la Cour d'appel, encore que dans l'affaire du Figaro, je crois que ça avait été inversé. Hein. Moi j'étais pour le Parisien, mon voisin était pour le Figaro, on n'était pas le même jour, hein, mais c'était vraiment la même question qui se posait. Et lui avait plus de succès que moi au bout du cours devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation, parce que j'avais gagné devant les juges du fond. Toi aussi, je n'en doute pas. S'agissant du Figaro, on avait donné la parole à un certain nombre de témoins dans l'affaire du Mediator. Des témoins, pas qui étaient venus parler au journal, mais dont on avait pris les procès-verbaux et qu'on avait cités très fidèlement, entre guillemets. S'agissant, alors c'était une grande affaire, mais s'agissant des Parisiens, on donnait la parole sur 3 petites phrases à un expert. C'était également une affaire de santé, un expert qui rendait, c'est vrai, un avis un peu défavorable au médecin qui était poursuivi. Un peu défavorable, mais on comprenait bien que c'était une expertise parmi d'autres, qu'il allait avoir des contre-expertises. Le médecin en question, on lui avait donné la parole dans le journal, et il avait dit tout ça n'est que baliverne, et j'expliquais pourquoi je ne suis absolument pas responsable, au point d'ailleurs qu'il m'avait bien conseillé, il n'avait pas attaqué sur le terrain de la diffamation, c'était totalement irréprochable. Mais il avait reconnu dans ces 3 phrases ce qui était effectivement dans ces procès-verbaux, et son avocat, connaissant l'article 38, s'est dit j'attaque sur ce terrain. On gagne, et notamment devant la Cour d'appel, avec une motivation, là je suis toujours dans l'affaire du Parisien, j'ai là quelque part, mais la Cour s'empare, c'est une discussion d'intérêt général, c'est une question de santé publique, et donc je considère que quels que soient les termes pourtant assez clairs de l'article 38 qui ne s'embarrassent pas, je le répète, de ces considérations, eh bien, en la circonstance, ce serait contraire à l'article 10, ce serait disproportionné par rapport au principe de liberté d'expression que de condamner. Et il y a une censure de la Cour de cassation, j'en termine avec l'affaire du Parisien, qui je voudrais vous dire l'attendu,
que les juges de second degré ajoutent que l'application de l'article 38 de la loi du 22 juillet 1880 constituerait en l'espèce une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit à la liberté d'expression et ne répondrait pas à un besoin impérieux de protection de la réputation et des droits d'autrui ou de garantie de l'autorité et de l'impartialité de la justice. Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans apprécier l'incidence de la publication dans son contexte sur les droits de la personne mise en cause et notamment sur son droit à la présomption d'innocence, au sens de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, donc la Chambre criminelle prend bien soin de prendre référence directement dans la Convention européenne. La Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes suscités des principes. La Cour d'appel ensuite, devant laquelle la même Chambre, autrement composée, devant laquelle s'est retenue, a accepté la décision, et donc ça se termine par une condamnation. Par contre, dans l'affaire de Mediator, alors c'est vrai que c'est Mediator, donc c'est peut-être plus chic, c'est Figaro. On nous dit quoi? Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que l'affaire du Mediator avait trait à un problème de santé publique et qu'informer à son sujet revêtait un caractère d'intérêt général. Donc la Chambre criminelle fait bien sienne ce principe. Qu'ayant constaté que la publication des citations extraites des procès-verbaux d'audition contenait le témoignage non décisif d'une visiteuse médicale, recueillie au cours d'une information complexe et de longue durée, sans que soit connue l'échéance ni même la certitude d'un procès, elle a pu en déduire que cette publication n'avait pas porté atteinte au droit à un procès équitable de l'autorité à l'impartialité de la justice, de sorte que l'application de l'article 38 constituait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression garantie par l'article 10. Et ça a donné un savoureux commentaire d'Henri Leclerc au Légipresse, commentant les deux décisions et disant, écoutez, là, on est en retour au droit coutumier, au cas par cas, c'est terminé les principes. C'était totalement inattendu. On aurait pu imaginer que la Chambre criminelle la Cour de cassation adopte une position la même dans les deux affaires, qui est soit de condamnation, soit pas de condamnation, mais non, elle a fait le tri. Deux dernières affaires, et là, alors, devant les juges du fond, devant les juges de la 17e, et alors c'est toujours, c'est vraiment le hasard, mon voisin qui a gagné et moi qui ai perdu. Première affaire, Karim Benzema s'émeut de ce que le monde publie l'intégralité. Alors là, on n'est même plus sur la question qui reste discutable fondamentalement, et on continue de la poser d'ailleurs, de savoir si simples petits extraits, quelques petites phrases qu'on a pu trouver dans quelquefois de très longs PV suffit à constituer l'infraction de l'article 38. Là, c'était tout le procès verbal. C'était assumé, on considérait que ça illustrait les mœurs du football, etc., et qu'il fallait tout mettre, et qu'au contraire, d'ailleurs, en mettant tout, on lui donnait fondamentalement la parole. Et donc, il y a un référé. Je sais que sur le fond, cette affaire n'a pas perdu à cause d'une nullité, donc je m'en tiens au référé. En référé, un président de la 17e, dans une ordonnance du 8 janvier de cette année, a considéré qu'il est de principe que dans le cas où l'information du public revêt un caractère d'intérêt général, donc c'est central, c'est affirmé dès le début de l'attendu, l'application de l'article 38 de la loi du 22 juillet 1880 peut constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, faute de caractériser les atteintes au droit au procès équitable et à l'autorité et à l'impartialité de la justice. Donc pas de condamnation. Et pour un journal que j'ai l'honneur aussi de plaider, un hebdomadaire, cette fois-ci sur autre chose que, l'affaire Benzema, c'est vrai qu'il y a beaucoup les footballeurs parce que ça l'a privé de l'équipe de France, mais pour autant on est quand même dans un intérêt général assez relatif. Mais dans un journal qui publiait de courts extraits, encore une fois, d'un procès verbal d'audition d'un témoin sur les attentats du 13 novembre dernier, c'était à dessein choisi, cet extrait-là, c'était pour montrer que les terroristes étaient venus avec les migrants. Voilà, c'était un peu politique comme propos, mais c'était l'unique raison pour laquelle ce court extrait, c'était pour l'authentifier d'ailleurs de ce point de vue, et c'était conforme à ce que nous dit la Cour européenne depuis l'affaire Calvet. Il appartient aux journalistes d'apporter à ses lecteurs les éléments de la crédibilité de ce qu'il donne. Donc entre guillemets, trois petites phrases que je pourrais vous lire d'ailleurs tellement elles sont bénignes. Mais j'arrivais assez serein, fort d'ailleurs de cette ordonnance, en me disant là, s'il y a un intérêt général qui s'impose, c'est celui-là, ou alors j'y comprends rien. Et bien pas du tout. Le journal a été condamné. Toute
tout temps, je le faisais observer pour commencer. À cet égard, il faut constater d'une part que le sujet traité présente à l'évidence un caractère d'intérêt général s'agissant de l'enquête pénale relative aux attentats terroristes commis le 13 novembre 2015. Bon, je peux vous lire tout. D'autre part, la publication de l'audition d'un témoin n'apparaît pas avoir été portée atteinte à l'autorité et à l'impartialité de la justice. Là aussi, j'avais réussi à convaincre la Chambre. S'agissant d'un procès dont la tenue est lointaine, pas plus qu'il ne saurait être retenu une atteinte aux droits des parties, étant observé que le principal grief ici envisageable, l'atteinte à la présomption d'innocence d'Abaoud, est en toute hypothèse sans objet au regard du décès de l'intéressé. Pas faux. Il convient toutefois également d'examiner s'il n'a pas été porté atteinte de manière excessive à l'effectivité de l'enquête pénale. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on avait dans les jurisprudences antérieures, notamment quand on ordine les cours européennes, mais qu'on comprend comme étant faisant partie du procès à la partialité de la justice. En fait, la vraie raison dans cette affaire, c'est que le procureur avait annoncé le jour même de la sortie de l'article sur les ondes de France Inter, je poursuivrai ce journal parce que ce qu'il fait est impossible. Il faut savoir que la témoin en question, quelques semaines après, elle était sur toutes les ondes pour raconter et que rien ne permettait d'identifier. Enfin, c'est vrai que je suis plus avocat qu'autre chose, mais il n'y a pas eu d'appel. Et donc on nous dit, intérêt général, pas d'atteinte à l'impartialité de justice, mais atteinte à l'enquête pénale, donc je punis tant d'ailleurs le directeur de la publication que les journalistes qui nécessairement étaient complices en la circonstance. Voilà, c'est des affaires très récentes, il y en aura sans doute d'autres. Cet intérêt général qui va peut-être disparaître là par ce par quoi il est arrivé, la diffamation, comme nous l'a dit Christophe Hugo, parce que finalement il ne veut plus rien dire, va peut-être trouver parcours beaucoup plus de matière dans ces autres infractions, dans cet autre catalogue d'infractions de la loi de 81, et c'est ce que nous verrons dans les années à venir. Voilà, c'était ma courte intervention à moi-même sur le point.